Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. J'ai une petite intro pour toi. Ouais. Tu es d'accord que je la lise ? Oui. Ok. Ali, bienvenue chez moi. Ali, tu es gay, tu es né à Téhéran, où tu vis 27 ans avant de tout quitter pour la France. L'Iran est un des pays les plus ouvertement homophobes dans le monde. Être gay y est passible de la peine de mort. D'ailleurs, les arrestations ou les exécutions étaient les rares moments où tu entendais parler d'homosexualité dans les médias. Sinon, le mot même, en fait, n'existe pas vraiment en farsi, la langue officielle iranienne. Pourtant, la police iranienne organise une chasse à l'homme en permanence, par exemple avec des guet-apens via des faux profils sur les réseaux de rencontres. Mais toi, Ali, tu résistes. Malgré tout ça, tu vis comme tu peux une homosexualité clandestine, du sexe caché où il ne faut surtout pas s'embrasser, une première fois avec un businessman dans son bureau, le cœur qui bat, et même un coming out à ton frère qui est, surprise, un allié. À 27 ans, tu prends la décision radicale de quitter l'Iran et tu viens t'installer en France. Aujourd'hui, tu fêtes ta 10e année en France, 10 ans que tu défais, fil après fil, les ravages de la répression homophobe pour te réapproprier ton désir, ton plaisir et tes amours. Tu hoches de la tête. Tu vas nous raconter ce chemin de réparation et de reconquête. Et Ali, quand toi et moi on s'est rencontrés lors d'un apéro auditeur à une terrasse marseillaise, tu m'as dit que ce podcast t'aidait dans ton chemin de réparation. Et moi je dois dire, ça m'a fait un shoot de bonheur, de fierté et un rappel du pourquoi derrière ce podcast. Au fil des épisodes, ensemble, on peut peut-être arriver à détricoter l'homophobie qui nous empoisonne, alléger nos cœurs, aimer, s'aimer et jouir puissamment, totalement, librement. Alors je suis super content de t'accueillir, Ali. Et pour nous lancer, je te propose, là tu vois sur la petite table basse à ta droite, tu as une pile de cartes. Sur chaque carte est écrit une question intime. Je t'invite à les mélanger, à en tirer une au hasard et à nous la lire si tu es d'accord. Ta stratégie de santé sexuelle t'aide-t-elle à t'épanouir ? Ok. Est-ce que c'est une question qui fait du sens pour toi dans ton chemin d'épanouissement ? La santé sexuelle, ça va donc être ton lien aux IST, aux infections sexuellement transmissibles, aux maladies. Je suis moins stressé. C'est qu'en fait, je prends la PrEP maintenant. Ça fait 2 ans que je prends la PrEP. Et moins, avant, parce qu'en fait... pour te dire, en Iran, j'étais toujours stressé parce que j'ai jamais fait les tests. Pour les maladies sexuelles. Parce que c'est pas possible, j'imagine. En fait, il y avait des centres dédiés au SIDA. Et même, c'était la procédure, en fait, c'était anonymisé. Ça veut dire qu'en fait, on pouvait y aller sans vraiment donner le nom, juste avec un numéro. On pouvait y aller et se tester. Il n'y avait pas de PrEP à cette époque-là, je pense. Mais en fait, il y avait les tests. Mais j'ai jamais fait parce que j'avais trop peur qu'en fait, j'ai quelque chose. Ouais. Et à cette époque-là, j'habitais avec mes parents. Et en plus, j'étais un peu caché. Alors, c'était en même temps savoir que je suis, entre guillemets, malade et habiter avec mes parents et être caché, c'était vraiment... c'était trop. Et j'ai évité de faire des tests en Iran. Ouais. Assez tôt, tu as compris
la possibilité de l'IST? Parce qu'en fait, ce que tu m'as dit, donc là, on va décrire un Iran des années 2010, puisque toi, ça fait 10 ans que tu n'y es. 2015, entre 2010 et 2015. Ouais. Et parce que toi, tu quittes l'Iran en 2015. Ouais. À l'époque, ce que je comprends, c'est que tu grandis dans un pays où où l'homosexualité n'existe pas. Ouais. Et si elle n'existe pas, comment est-ce que l'IST, l'infection sexuellement transmissible, elle existe? Comment toi, tu comprends que tu peux avoir une IST? Ouais, c'est un peu paradoxal peut-être, parce qu'en Iran, il y avait des centres dédiés pour SIDA. Et c'était vraiment... c'était comme en France, les centres dans chaque ville, il y avait des centres. C'est vraiment la procédure, c'était anonymisé. Et j'ai trouvé la possibilité de le faire par Internet. En fait, il y avait un site web officiel où en fait ils ont centralisé toutes les informations liées au SIDA. C'était vraiment officiel du gouvernement. C'était intéressant. Tu as dit j'ai vécu caché. Quand on a préparé cet entretien, tu m'as dit qu'il y a eu toute une partie de ta vie, donc jusqu'à 27 ans, tu vis en Iran, et tu te fais une vie hétéro. Tu t'inventes une copine. Tu veux raconter? Pas vraiment une copine, mais j'ai jamais parlé avec mes proches ou mes amis, ma famille d'une fille. J'ai jamais parlé. J'ai dit pour l'instant je suis célibataire. Pour l'instant je suis pas amoureux. Je vois personne. Je suis seul. Toujours comme ça. Et j'ai évité toujours de répondre les questions. Mais j'ai pas inventé une copine. Peut-être quelquefois pour vraiment éviter des questions de dire pourquoi tu es célibataire. Mais en gros, j'ai jamais inventé une copine, mais sur le long terme, mais sur certaines interactions. Oui, certaines interactions parce que les gens ils sont parfois très très curieux, te posent des questions, mais juste pour terminer la discussion, j'étais obligé de revenir. J'ai une copine. Mais tu peux m'amener en Iran. Donc moi je ne suis jamais allé en Iran, à Téhéran. Tu peux m'amener dans le Téhéran avant que tu le quittes. Comment tu fais pour tenter d'être homosexuel? Genre, il y a quoi? Est-ce qu'il y a vraiment zéro lieu de rencontre? C'est genre impossible, il n'y a pas de bar? Ou est-ce qu'il y en a un? C'est quoi le... j'habitais à Téhéran, la grande ville. Il y avait des lieux de rencontre, mais vraiment rencontre pour sexe. Ça veut dire qu'en fait, il y avait des prostituées là-bas. Donc des prostituées femmes? Trans plutôt. Ou trans, ok. Trans plutôt. Mais pour les hommes hétéros? Pour les hommes hétéros, oui. Et pour toi, un homme gay, comment tu fais pour rencontrer? En fait, il n'y avait pas d'endroit spécifique pour moi en tant que gay d'y aller et trouver des mecs comme moi. Et avec Internet, c'était Internet qui était une porte vers le monde gay pour moi. Et il y avait des sites de rencontres à cette époque-là, parce que quand j'étais à l'université, il n'y avait pas de smartphone. Mm-hmm. Alors, il n'y avait pas d'application de rencontres, et il y avait des sites de rencontres. Il y avait un site web spécifique qu'en fait... tous les gays en Iran on utilise, pas tous les gays, mais en fait c'était très populaire parmi les gays en Iran. Il est interdit par le gouvernement. Mais le site aussi c'était interdit parce qu'en fait il y avait un censoring assez fort en Iran, notamment sur Internet. On utilisait VPN. Simplement VPN. C'est un petit, je sais pas comment on pourrait expliquer, un petit logiciel qui fait genre t'es dans un autre pays. Oui, t'es dans l'autre pays.
pour regarder des pornos, pour plein de choses. Des pornos, ouais. Des pornos pour aller sur les sites web de rencontres, tout ça. Même lire aller sur YouTube, tout ça, on est obligé d'utiliser VPN. Et à cette époque-là, en fait, j'ai utilisé VPN pour aller sur ce site web de rencontres. Est-ce que tu as des amis gays? En Iran, non, j'ai jamais eu des amis gays. Et j'ai jamais eu, en fait, le sentiment d'être appartenant à une communauté gay en Iran. Ok, et jamais parce que du coup, tu as été étudiant jusqu'à 27 ans, l'âge où tu quittes? Étudiant jusqu'à 24 ans. Ok. Et après, j'ai travaillé jusqu'à 27 ans. Okay. Et après, j'ai quitté. Ouais. Et là, jamais, dans des interactions, tu as senti qu'il y avait une possibilité, non. 100% de ta vie intime sexuelle, amoureuse, entre guillemets, c'était via des sites de rencontres, c'est ça? Oui, c'était toujours via des sites de rencontres. Il n'y a pas des lieux clandestins ou des façons un peu... De se comporter avec quelqu'un pour exprimer quelque chose. Non, rien il n'y avait pas vraiment de lieu physique pour faire ça, au moins de ma connaissance. Ouais, toi, tu parles en ton nom et ce que tu as rencontré. Ouais. Donc, c'est les sites de rencontres. Ça se passe comment? Parce que moi, la question que j'avais envie de te poser avant que tu expliques comment ça se passe, c'est que on entend... Le on, il est un peu genre les médias occidentaux, ou en tout cas en France, on peut entendre certaines associations dénoncer des exécutions d'homosexuels en Iran. Mais moi, je suis curieux de savoir, est-ce que c'est réel dans le sens, bien sûr c'est réel, excusez-moi, mais est-ce que c'est fréquent? Est-ce que ça fait partie du narratif dans lequel toi tu grandis? Cette répression, t'es au courant, elle est active ou elle est rare? Oui, en fait, c'est interdit au niveau légal et je savais que c'est interdit. Et c'était présent parce qu'en fait, il y avait toujours des articles sur médias, en fait. Par exemple, je me souviens, la première fois que j'ai lu, en fait, c'était l'exécution de deux jeunes hommes. De deux jeunes hommes? Deux jeunes hommes en Iran parce qu'ils ont fait des actes homosexuels. Ok. Il y avait des news aussi parce que je me souviens très bien qu'en fait, il y avait une fête entre les gays dans une ville en Iran. Entre gays et trans. Ok, donc après, dans une maison? Ouais, dans une maison un peu cachée parce qu'en Iran, pour te dire, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de discothèque. Tout est caché. Ça veut dire que même si tu veux faire une fête, une soirée, normalement c'est dans une maison. Quelqu'un t'invite et tu y vas. Et apparemment, c'était une fête soirée pour les gays. Et en fait, les polices, ils ont attaqué cette maison. Ils ont attaqué à la maison pour terminer la soirée, tu vois. Et arrêter les gens. Ouais. Dans les médias, les médias où t'as pas besoin de VPN pour accéder, dans les médias officiels, c'est ça. Il y a plusieurs fois par an. On parle de cette chasse à l'homme. Oui, exactement. Okay. Il y avait toujours des news comme ça dans les médias, dans les médias officiels, parce que c'est le gouvernement qui parle, qui dit on a exécuté deux personnes, on a attaqué une maison, une soirée, on a arrêté des gens, des homosexuels. Comment ça impacte ta présence en ligne? Gros flip, moi je flipperais de ouf, non? Oui. Tu peux mettre des photos, Non, c'était même sur les sites de rencontres, oui, on pouvait mettre des photos, bien sûr, mais
personne, presque personne avait une photo de visage. Presque personne, ça veut dire que certaines personnes prenaient le risque? Certaines personnes prenaient le risque pour partager leur visage sur les sites de rencontres. Mais il y avait des gens aussi comme moi que j'ai jamais partagé mon visage sur les sites de rencontres, sur mon profil. Mais après, quand on parle avec les gens, oui, on partage les photos. Et c'est pour ça, en fait, en ce moment, il y avait une discussion entre les gays en France aussi. Pourquoi vous ne mettez pas la photo de visage sur Grindr? Je pense que je comprends pourquoi les gens ne partagent pas leur photo de visage sur Grindr, parce qu'on ne sait pas l'histoire des gens, parce qu'ils ils peuvent pas partager leur photo de visage sur Grindr. Qu'est-ce que tu marquais sur ton profil? Tu te souviens ce qui avait marqué? Qu'est-ce que tu mettais en avant? Je ne me souviens pas. Je pense que j'avais quelques photos peut-être de mon corps. Ok. Et pas texte officiel, texte pour me présenter, je pense. Non. Pas de texte particulier, non. Okay. Tu m'as raconté que du coup la police se faisait des faux profils pour faire des guet-apens. Comment tu faisais? Est-ce que tu avais des techniques et des stratégies pour que, tandis que tu échangeais avec un homme, enfin, comment tu faisais pour t'assurer que c'était pas la police? Parler, conversation. Ça veut dire qu'en fait, pendant des jours et pendant des semaines, on parlait pour vraiment, c'était ma stratégie, pour m'assurer qu'en fait il est une personne, une vraie personne, et il est la personne qu'il déclare qu'il est, quoi. Ok. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que la police n'investirait pas des semaines et des semaines, c'est ça? C'est ça. Après... C'était avéré? Ouais, en fait, c'était ma stratégie, tu vois, c'était... Comment tu sais que la police n'investit pas plusieurs mois pour faire un guet-apens? C'était juste sentiment, jamais 100%, j'étais jamais 100% sûr qu'en fait, c'était... il n'est pas policier ou il n'est pas d'autres personnes, c'est juste feeling. Bien sûr. Ouais. Et du coup, le moment où, après plusieurs semaines, plusieurs mois d'échanges, le moment où tu dis « Ok, on va se rencontrer », est-ce que là aussi, tu as adapté ta stratégie au cas où ça puisse être un policier? Ou tu allais simplement te présenter chez la personne? Présenter simplement chez la personne. Tu sonnais, tu rentrais? Rentrais, ouais. Ouais, c'est toujours comme ça. Tu ciblais certains profils. Bon, je comprends qu'il n'y a pas de photos, il y a peut-être des textes un peu... vague. Un peu vague, ouais. Ça se passait comment pour toi, ce en ligne? Ce que je me souviens, c'était qu'en fait, j'aimais pas, en fait. C'était juste pour y aller et trouver un profil, parler avec le profil, et après, peut-être un plan derrière. Et je cherchais pas ça. Mais j'étais un peu obligé de faire ça aussi, tu vois, parce que j'avais besoin de rencontrer des gens. Toi, tu cherchais quoi, au fond? Quand j'étais en Iran, je cherchais que du sexe. Alors, moi, j'ai pas compris, parce que j'ai l'impression que tu disais, moi, sur les apps, sur les sites, je pouvais que faire du sexe, mais c'était pas mon délire. Ouais, c'était pas mon délire non plus, parce que en fait, j'avais envie aussi de rencontrer des gens, de parler avec les gens, de faire des amis peut-être, faire des amis gays. C'est pour ça en fait, j'ai pas d'amis gays iraniens, parce qu'en fait, ça a passé toujours comme ça, tu vois, de parler avec les gens et à faire un plan, et après c'est fini. Une seule fois, one shot. One shot, et parfois plusieurs shots, mais c'est fini parce que aussi ils étaient aussi dans la même situation que moi, et ils voulaient juste faire du sexe et oublier qu'ils sont gays, ou peut-être qu'ils sont gays, ou peut-être il y a plein de gays en Iran qui sont mariés avec une femme.
Alors, leur vie est très cachée. Ça veut dire qu'en fait, même si je voulais, j'avais envie de rencontrer plusieurs fois la personne, c'était impossible. Parce qu'en fait, il était marié avec des enfants. Il ne voulait pas, en fait, de continuer, tout simplement. Ça t'est déjà arrivé de tomber un peu amoureux? Oui, ça m'est arrivé de tomber amoureux, non? Bon. Un petit crush. Un petit Parce crush, qu'au fil des messages, c'est tu te souviens, par exemple, avec quelqu'un avec qui tu as eu un crush, ce qui t'avait plu chez lui, on se raconte quoi en fait? Est-ce que tu mesurais chacun de tes termes parce que tu te disais peut-être que je suis lu, écouté, ou est-ce que tu te lâchais et tu te racontais totalement? Non, j'ai jamais en fait essayé de me lâcher, tu vois. J'ai essayé de garder quelque chose pour moi et ne pas être 100% transparent. Parce que être transparent dans cette situation, ça veut dire que tu es en danger. Parce qu'il y a toujours en personne, au moins ma perception à cette époque-là, c'était comme ça qu'en fait, si tu te lâches et si tu montres tout, il y a des gens qui peuvent profiter de ça parce que la loi aussi, c'est dans leur côté, c'est pas dans mon côté. Ouais. Sachant que si jamais la police chope quelqu'un avec qui tu as eu un rapport et qu'il y a des messages entre toi et lui, j'imagine que toi aussi tu peux être poursuivi. Ouais. Du coup, tu racontais quoi? Ah, ce crush et tout, c'était genre le cinéma, les livres Non, c'était pas... je me souviens, il parlait beaucoup de son parcours sexuel un peu parce qu'en fait pour te dire j'ai rencontré un gars il était marié mais il était gay et il avait même il voulait même changer son sexe, tu vois, mais avec la force de la société, sa famille et tout ça. Il était marié, il avait 2 ou 3 enfants. Et après, on s'est vu, en fait, je pense, moi, je suis premier mec de sa vie. Vous avez eu un rapport sexuel? Le premier rapport sexuel, c'est ça que tu veux dire? Oui. Oui, c'est le premier rapport sexuel, il était avec moi. Et après, oui, j'avais un peu de feeling pour lui, peut-être pour lui, peut-être, je sais pas, pour son histoire, parce que son histoire aussi, était trop touchante pour moi. Mais au final, je me suis dit non, il faut s'éloigner. Je me suis éloigné. Ouais, je me suis éloigné parce que c'était, il y avait pas de, je voulais pas continuer. Ouais. Tu me l'as dit ça quand on a préparé cet entretien que la chirurgie génitale pour les personnes en transition est légale en Iran. Ouais. Mais c'est du coup, toi tu m'as dit c'est une question, est-ce que je suis gay ou est-ce que je suis une femme? C'est une question qui s'est imposée à toi alors que c'est pas vraiment un questionnement que tu avais, parce que c'est un peu on force cette question sur tous les gays qui du coup on leur dit bah t'as qu'à changer de sexe et être une femme, confondant transidentité et orientation sexuelle. C'est ton cas? Oui, c'était exactement ça en fait en Iran. Changement sexuel, changer ton sexe, c'est légal. Mais le problème, c'est qu'en Iran, il y a pas comme il n'y a pas de gay, on n'a pas d'homosexuel en Iran, légalement. Soit tu es femme, soit tu es un homme. Et alors, si tu dis « je suis gay », il te catégorise dans la catégorie de transsexuel. Et il te dit « ok, alors
t'es pas gay, t'es transsexuel et tu dois continuer, en fait, tu dois faire une transition sexuelle. Ça, on te l'a dit? Non, j'ai jamais dit à personne que je suis gay. Au moins, j'ai jamais montré que je suis gay. Mais en fait, il y a des gens qu'en fait, il y avait des gays qui ont dit ouais, on est gay. Et chez un psychologue, je sais pas, leur médecin traitant. Tu as entendu parler en tout cas de ça. Oui, quoi. j'avais entendu des histoires comme ça qu'en fait. Et après, le psychologue a proposé de changer le sexe, quoi. Et après, en écoutant, en lisant ces types de témoignages, je me suis posé cette question qu'en fait, est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis une femme? Oui, c'est un peu le récit dans lequel tu baignes, que si tu as envie d'un rapport sexuel avec un homme, c'est donc que tu es une femme. Ouais, donc c'est exactement ça. Et la réponse, tu as une réponse? Oui, oui, bien sûr, j'avais une réponse, mais ça m'a perturbé pendant quelques... Mais la réponse, c'est non. La réponse est non, oui, j'aime être homme, un homme. Mais en fait, ça m'a perturbé un peu parce que je me suis posé cette question, est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis un homme? Si je suis un homme, pourquoi je ne suis pas 100% viril comme les autres hommes, mes camarades par exemple, mes collègues, tout ça. Tu étais plus efféminé? Je pense quand j'étais à l'école, quand j'étais avant 10 ans, peut-être j'avais des gestes un peu féminins. Mais en fait, comme j'ai subi plusieurs harcèlements à l'école, j'ai consciemment, en fait, j'ai fait exprès pour supprimer ou virer ou tuer, je sais pas, de cette partie de moi. J'ai essayé d'être viril plus que possible. Enfin, j'ai fait mes efforts pour être viril. Et puis j'imagine que être efféminé, c'est aussi envoyer un signal à la répression homophobe. Enfin, oui. Ça, du coup, les gens peuvent parler et pointer du doigt et te mettre à risque, j'imagine. Exactement, c'est ça. Tu te rappelles quand tu étais sur le site de rencontre, t'avais un type. Donc, je t'ai un peu posé la question tout à l'heure, mais j'ai pas eu une réponse assez spécifique pour moi, si tu m'autorises, Ali. Là, je suis sur un site. J'ai 0 photo de mec, des textes un peu vagues. Et je suis un peu curieux, comment tu choisis de parler avec qui? Ah oui. Est-ce que tu avais un type de mots-clés que tu cherchais? Non, parfois, s'il y avait une photo de corps, par exemple, soit je choisissais par la photo. C'est quoi ton type? Si tu en as un. Photo de corps poilu ou pas poilu? Poilu, plutôt. Ouais. Plutôt poilu. Oui, plutôt poilu. Et sinon, en fait, en fonction de l'âge, par exemple, est-ce que, par exemple, il est dans le tranche âge un peu plus âgé que moi? À cette époque-là, je cherchais un peu plus... Un daddy? Non, pas daddy forcément. Quand j'avais, par exemple, 20 ans, je cherchais quelqu'un entre 25 ans et 30 ans, tu vois, un peu plus âgé que moi. Je ne sais pas pourquoi, je cherchais toujours comme ça. Cette façon que, en Occident, en tout cas en France et dans pas mal de pays, on est écouté au Canada, en Suisse et tout, et j'ai l'impression qu'il y a quand même dans tous ces pays des petites catégories genre daddy, twink, etc. Ouais. Est-ce que ça, quand tu étais en Iran jusqu'à l'âge de 27 ans, ça n'existait pas pour moi. Non, ça n'existait pas. Ouais. Ça n'existait pas pour moi. Actif, passif ça existait? Oui, actif-passif, ça existait. Dans un usage de mots qui s'applique aussi aux hétéros? Ouais. Ça veut dire quoi ça... Je suis curieux de savoir, donc, quel est le vocabulaire gay
qui parvient à se créer dans une société aussi répressive que l'Iran. Ah. Et donc tu dis pas les catégories, ok. Tu m'as même dit, et tu vas me dire après, le mot gay n'existe pas vraiment. Et donc ma question c'est sur actif-passif, si ça existait, est-ce que tu es à l'aise de les dire en farsi? En fait, je dis équivalent en français. Actif en persan, c'est on dit sujet et passif, c'est objet. Alors, première, pour lancer la conversation, on disait toujours t'es objet ou t'es sujet. Et j'ai jamais aimé en fait cette question parce que quand t'es objet, j'avais honte de dire que je suis un objet parce que je voulais être le sujet. Objet, c'est passif. Objet, c'est passif. Tu es pénétré. Pénétré, ouais. Et t'avais honte d'être pénétré? Un peu, ouais. Parce que d'abord, j'ai pas aimé le mot objet. Il est dégradant, il est péjoratif. Oui, très. En français, pareil, hein. Passif, ça veut aussi dire qui ne fait rien, qui ne fait pas, qui subit. Oui, c'est un peu nier mon être humain, quoi. Ton humanité, ouais. Mon humanité. Et alors que je comprenne bien, sujet-objet, tu veux les dire en persan? Fa'el maf'oul. Ok. Et moi, j'ai dit farsi, t'as dit persan. Est-ce qu'il y a juste ces Non, c'est parenthèses? juste même langue. Il n'y a pas de nuance problématique à utiliser un des deux mots? Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Au moins de ce que je sais, oui, scientifiquement, je ne sais pas. Mais... non, mais en tout cas, toi, tu n'es pas gêné si je dis... Non, persan, farsi, pour moi, c'est pareil. Quoi. Ouais. Ok. Et sur sujet-objet, ce n'est pas des termes qui sont utilisés dans le cadre d'un rapport anal hétéro? Non. Mais alors? Hétéro, c'est... T'es un mec, t'es une femme. Tu vois, il n'y a pas de... Okay, mais si tu vas est-ce que ce terme, je peux l'utiliser, moi, hétéro-homme, avec ma femme que j'ai envie de pénétrer? Non. C'est spécifique entre hommes. Pour les gays et pour pénétration anale. Ok. D'où vient ce vocabulaire clandestin? Ça, je sais pas. C'est ouf, non? Ouais, c'est ouf. Est-ce que tu t'es intéressé et moi, je connais mal l'histoire de France, donc si tu connais mal l'histoire de l'Iran, il n'y a pas de sous-entendu péjoratif, mais possiblement, peut-être que comme dans plein d'autres pays où c'est un crime d'être LGBT, dans le passé, je pense notamment en Ouganda, qui avait un roi bisexuel et en fait tout un passé et une histoire très queer. Puis après, la colonisation est arrivée en Ouganda en tout cas, et les Britanniques, eux, ont imposé l'homophobie. Est-ce que tu sais si en Iran, dans le passé, c'était un pays queer-friendly, un pays... est-ce que genre... c'est les chats, ouais, c'est ça, en Iran? Donc les Beyoncé d'Iran de l'époque, excuse-moi, je suis en train de mélanger de ouf. Les chats de l'époque, peut-être ils avaient triple harem et ils baisaient hommes et femmes et c'était très bien vu. Non, en fait, ce que je sais, non. Homosexualité n'existait jamais en Iran. Existait peut-être, mais c'était caché encore. Même pendant avant la révolution islamique en Iran, même s'il y avait une forme de liberté sociale en Iran, homosexualité n'existe. N'était pas légal, n'était pas reconnu. Il n'était pas reconnu, ouais. Et a toujours été vu, régime islamique ou pas, comme un problème, un crime. Ouais, comme un problème. Au moins peut-être avant révolution, c'était pas un crime, mais c'était un problème. Mais après la révolution, ça a devenu en fait un crime aussi. Est-ce que notre première fois avec le businessman, il est un peu plus âgé que toi, il a des poils au torse? Ouais. Bien joué. Et attends, mais du coup, tu n'avais pas de photos, mais t'arrivais à sentir que le profil pouvait être un poilu légèrement plus âgé? Non, en fait, on n'a pas commencé comme ça. En fait, on a commencé à parler sans vraiment avec l'objectif de se rencontrer. On a parlé pendant un an, je pense. Wow. Combien de fois par semaine? Parfois 0, parfois plusieurs fois par semaine.
Mais en fait, c'était zéro. Parfois, pendant un an, je pense, on a parlé, parce qu'en fait, il était marié aussi. Il voulait pas trop risquer, quoi, de rencontrer des gens. Tu te souviens, du coup, comment il justifiait sa présence? Lui, il utilisait quel mot? Donc, il est marié, mais il vient quand même sur un site de rencontre. Tu veux dire le nom du site? À cette époque-là, le nom du site, c'était Manjam, Manjam. Et c'était un site de rencontre, je sais pas s'il existe encore aujourd'hui. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Et c'était spécial Iran? Non, c'était le monde entier, mais en fait, il y avait beaucoup de profils en Moyen-Orient. Ok. Ouais. Tu te souviens, lui, il te dit, je cherche juste à parler de mon homosexuel, enfin, peut-être qu'il était bi, je cherche juste à parler avec d'autres hommes qui sont homosexuels ou qui ont envie de rapports sexuels. Et il t'avait dit, on se rencontrera jamais, je ne veux pas? Non, c'était pas comme ça. C'est parce qu'en fait, c'était ma première fois. Alors, je voulais pas en fait risquer et rencontrer quelqu'un, un policier ou je sais pas, quelqu'un d'autre. Et moi, si je voulais pas rencontrer un mec tout de suite, je voulais découvrir un peu, parler et découvrir. Et lui aussi, je pense. C'était chouette pour toi de parler? Oui, c'était chouette. C'était des beaux moments, enfin. Oui. Ouais, ça te nourrissait, quoi. Oui, pour parler avec un mec qui a des mêmes sentiments que moi, pour partager l'expérience, pour partager le feeling. Non, c'était trop bien, franchement. C'était même mieux que sexe, peut-être, à cette époque-là. Parce que j'avais envie de parler. Il n'y avait personne autour de moi pour parler de ça. Mais tu t'étais 100% seul. Ouais, j'étais 100% seul. T'as des souvenirs de cette année? T'as des souvenirs de morceaux de conversation de cette année qui t'ont marqué? Avec ce mec? Non. En fait, c'était une conversation très... Aujourd'hui, je suis allé aux études, j'ai mangé ça au déjeuner. Même pas parce que il travaillait et après le travail, on parlait, tu vois, il y avait à la fin de la journée, s'il est connecté et si moi je suis connecté aussi, on parlait un peu de notre journée ou peut-être des choses un peu basiques, mais pas trop en profondeur des sujets. Ah ouais, ok. Pendant un an? Ouais. Pendant un an, on échangeait des messages. C'est juste ça que je peux dire. Ouais, donc toi, ce qui t'a apaisé, c'était le sentiment, enfin l'idée de parler d'intime. Mais en fait, dans la réalité, c'était assez superficiel comme échange pendant un an. Ça me semble super long. Parce qu'en fait... pas une petite dick pic qui se balade? Si, peut-être. À cette époque-là, il y avait webcam, tu vois. Tu te souviens? Il y avait des moments de camsex. Ok. Il y avait des moments comme ça. Et je pense qu'on préférait de faire ça aussi parce qu'on ne voulait pas se rencontrer, parce que c'était trop risqué. C'est qui ce mec? Est-ce que c'est vraiment... Tu vois, de te rencontrer en physique, c'était un peu risqué. C'était risqué parce que tu étais intimidé? Ouais. Ou c'était... Parce que tu vois, au bout de 6 mois, tu t'es dit, et que tu as fait du camsex avec lui, du sexe par webcam, à ce moment-là, je crois que tu avais compris que c'était pas un policier, c'est ça? Tu me disais. Oui, j'étais sûr qu'en fait, il n'est pas policier, mais... Mais t'étais intimidé tout de même? Un peu, ouais, parce qu'en fait, c'était ma première fois et je savais pas comment ça va passer, tu vois. C'est chaud. Et j'étais... Ouais, j'avais peut-être un peu de peur, peut-être un peu de honte, peut-être. C'est quoi ça? Non, je rigole. C'est impressionnant parce que
on a grandi dans des sociétés, des pays si différents, si lointains, etc. Mais il y a tellement d'universel dans ce que tu racontes. Moi, j'ai vécu plein de... Alors, je me permets pas de comparer les situations. Moi, j'ai pas du tout grandi ni vécu en Iran et la répression à un autre endroit, mais ça me frappe comme mon cerveau a presque inventé une répression aussi dangereuse que la réalité que tu vivais. Que mon fantasme, moi, dans mon petit cerveau, était tout aussi actif et tu vois ce que je veux dire ? Alors que toi, c'était ta réalité, moi, c'était un... Mais tu vois, et donc moi, tout ce que tu me dis dans ta façon, dans ta solitude et dans ton apprentissage, mais à plein de moments, j'ai envie de t'arrêter en disant moi aussi, tu vois. Et je suis là dans ta chambre, ça va ? Ouais, ça va. Ok. Je suis dans ta chambre. Il était où l'ordinateur ? Il est familial, j'imagine. Il y en a un dans le salon. Ouais, on avait un ordinateur, mais l'ordinateur était dans ma chambre. Ah, bien joué. Très bien joué. Du coup, tu viens plutôt d'une famille riche pas riche, ni pauvre, ni riche, ni pauvre, au milieu. Moite-moite, ok. Mais parce qu'en Iran, à cette époque-là, les familles au milieu, enfin, classe moyenne, je sais pas comment on dirait, peuvent acheter un ordinateur et avoir accès à Internet. Oui, on avait un ordinateur. Mon père, il a acheté un ordinateur. On avait accès à Internet. Il n'y avait pas de fibre, il n'y avait pas de... non, ouais, mais c'était la DSL de genre. La DSL, ouais. Modem. Modem, Okay. ADSL. Toi-même, tu sais. Donc, on est dans ta chambre, donc ça, on est bon, on n'est pas au milieu du salon. Mais moi, je t'imagine avec la webcam. Ouais. Et donc, en fait, on a une double peur en parallèle. À tout moment, ma porte peut s'ouvrir. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe sur l'écran? Qui est vraiment le mec? Pour être honnête, je faisais ça... majoritairement, je faisais ça quand j'étais seul à la maison. Ça arrivait? Oui, il y avait des moments que j'étais seul. Mon père, il était au boulot. Mon frère, il n'était pas à la maison. Et ma mère aussi, elle était dehors. Quoi. Ouais, mais businessman, il n'est pas dispo n'importe quand parce qu'il est marié. Il est dispo le soir. Alors, oui. Le soir, il y a toute la famille. Oui, il y avait des moments que j'étais seul à la maison et il y avait des moments qu'il était connecté aussi et on parlait. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était pas assez fréquent pendant un an parce qu'il y avait des moments qu'on n'échangeait pas, zéro message. Il y avait des moments qu'on échangeait. Un peu, ouais. Bon, du coup, en fait, tu l'as rencontré. Oui, au final... Et c'est ta première fois, tu as eu un rapport sexuel. Ouais, est-ce qu'on la raconte dans la partie 2 ? Yes. Ça te va ou pas ? Je regarde le temps, ouais. Tu vas raconter. Merci Ali. Merci à toi. Et du coup, à dans quelques jours pour les auditeurs. Oh. Est-ce que tu veux faire une pause ? Je dois te parler d'un projet un peu fou. Je veux partir sur les routes de France et du monde entier pour des rencontres et des enregistrements live, j'arrive même pas à le dire, des enregistrements live près de chez toi dès cet été jusqu'à la fin 2025. Oui, une sorte de tournée internationale. Tu le sais peut-être, je vis à Paris, mais moi quand je regarde mes stats d'écoute, vous êtes 80% à vivre hors de Paris, partout en France, en Suisse, au Québec, en Belgique, en Afrique francophone et partout dans le monde. Moi j'ai envie qu'on se rencontre, alors je peux pas vous demander de tous venir à Paris, soit, donc je viens à vous. Mais voilà, tu le sais, je suis solo dans cette aventure, le podcast n'est pas encore à l'équilibre financier, donc je viendrai là où je trouve quelques auditeuristes qui peuvent m'aider à organiser et ou à m'héberger. Si tu es partant, tu vas sur le site du podcast, j'ai mis un petit formulaire que tu me remplis. Petit PS, est-ce qu'il y a des Québécois là qui m'écoutent ? Rapprochez-vous. Alors faut pas le dire aux autres auditeuristes. Faudrait pas que ça les vexe, mais en vrai vous êtes un peu mes préférés parce que j'ai l'espoir de commencer cette tournée au Québec cet été, alors contactez-moi. Et maintenant je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord on doit parler sous. Ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas,
non merci, je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créatrices de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.